Et mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Rigo, take a seat, non? Même si c'est dur, n'oublie pas de dire Mokolo Malamu. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WeSL et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un entrepreneur, un entreprenant, un philanthrope, un homme de cœur, l'homme que l'on nomme Carlos Mertens Bilongo. Take a seat, Carlos. ego. Comment tu vas? Ça va très bien, toi, Sherman. Magnifique intro. Merci beaucoup pour les gimmicks. La vibe est bonne et on est bien installé. Merci pour l'accueil. Merci à toi. Merci pour ta réactivité, Carlos. Comme tu sais, il était impératif pour nous de te recevoir. On aime ce que tu représentes. On aime ce que tu dégages. Les différents combats que tu mènes. Et rien que pour ça, déjà, nous te disons merci, Carlos. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Carlos Martins Bilongo, député du Val d'Oise, 8e circonscription, exactement. Sarcelles, Villebel, Garges, Arnaudville et Bonneuil. Mais après, voilà, le député, c'est un mandat national. Donc, je représente la France entière. Et je suis dans une circonscription. Mais voilà, je peux être à Bourg-en-Bresse, comme je peux être en Bretagne, à Rennes. Mais je suis bien dans ma circonscription et mes habitants me le rendent bien aussi. Ah, c'est très bien, Carlos. Est-ce que tu peux... On va faire un flashback, Carlos. Moi, je veux que tu nous parles de tes jeunes années à Villiers-le-Bel. On est voisins, hein, clairement, comme tu sais. Moi, je veux que tu nous dises qui était ce jeune Carlos et comment il était surtout. Carlos, c'est quelqu'un de simple. Hein. L'itinéraire d'un jeune du quartier, comme tout le monde. Et j'ai fait mes études à Sarcelles, parce que les lycées sont à Sarcelles. Et je travaille à la Tourelle? J'ai fait la Tourelle. Après j'ai fait Anguin. J'ai été aussi à l'URSA. Et j'arrive à l'URSA et tout. Super intégration avec les mecs de Sarcelles. Les mecs et les filles de Sarcelles et tout. Super ambiance. Moi, je travaillais déjà au marché parce que ma mère elle avait un stand, marché de Sarcelles. Donc j'y étais, donc j'avais déjà des affinités avec des potes. C'était un terrain familier. Voilà, un terrain familier. Et Sarcelles aussi, c'est une grande famille. Donc, super ambiance. Et il y avait quand même un décalage entre Vie et le Bel. On était beaucoup, nous, dans l'amusement quand on était au collège. Et Sarcelles, il y avait plus un peu plus mature. Donc, moi, ça m'a fait un décalage direct. Je suis rentré vraiment dans la vie réelle pendant ces 2 mois avant mon brevet. J'ai raté, je crois, mon brevet. Ouais, j'ai raté mon brevet. Et après, voilà, j'ai continué à la Tourelle en BEP. Et j'ai essayé de ramener un peu plus de sérieux dans mes études à ce moment-là, de par la maturité que j'ai eue à Sarcelles. Et ça s'est bien passé, j'ai eu mon BEP. Ensuite, j'avais pas ambition de faire un BTS. Donc, ça a passé d'abord par un bac pro. Et mon bac pro, il fallait que je le fasse à Anguin parce que j'étais en filière mécanique. Mécanique informatisée. Et la particularité, c'est que cette filière-là, en fait, de la mécanique informatisée, c'était vers 2005-2007, et ce moment de la crise des subprimes, où toutes les usines industrielles fermaient, aéronautique, etc. Ça veut dire que tu cherches un stage, mais ton patron, il te dit ouais, tu viens chez nous en stage, mais en fait, on n'a plus de commandes. Ton tuteur, il pourra pas te faire travailler, ou même petit change de métier. Et en même temps, au quartier, tes potes te disent ouais, ça sert à rien à l'école. Donc tu te dis attends, il y a mes potos qui me disent ça sert à rien à l'école, ils sont posés au quartier. Quand je vais à l'école, mon prof il dit trouver un stage. Quand tu vas chercher le stage, on te dit que la filière elle s'effondre. Tu allumes la télé, tu vois que tout ferme, Renault ferme, etc. Tu te dis attends, qu'est-ce que je fais? Je vais m'amuser avec mes potes, je continue l'école, ou on me prend en stage, je trouve pas de stage parce qu'avec mon CV on me dit tout ferme. Là, tu te trouves, t'es un peu perdu, tu vois. Il faut, soit t'as
un socle solide avec la famille, avec des parents ou tes grands frères, grandes sœurs qui peuvent t'aiguiller, mais tu peux vite lâcher. Après, moi, je suis quelqu'un, j'ai un tempérament et j'aime bien aller au-devant des défis. Je m'étais dit, vas-y, même si je suis en BEP, le patron ne veut pas, on va trouver un petit truc. J'ai trouvé une petite entreprise dans un pavillon à Arnaudville, il m'a pris en stage. Et il s'appelle Monsieur Cherfi, et je remercie encore aujourd'hui. Hein. J'ai passé, je pense, 1 mois et demi avec lui en stage. Et il m'a pris comme son fils et il m'expliquait, voilà, avant j'avais des commandes, j'ai plus de commandes. Là, tu vois, l'entreprise, on n'est que 2, toi et moi. Et puis voilà, tu es en stage chez moi, etc. Il faut ensuite que tu aies des bons résultats, etc. Il faut que tu progresses et tout. Et ça m'a donné une piqûre. Voilà. Et souvent, on a des personnes comme ça dans notre vie qui apparaissent pendant un moment X, un mois. Mais toute notre vie, en fait, ils vont nous influencer, nous encourager. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, cette personne-là, même dès qu'il y a une élection, à chaque fois, elle vient me voir, elle me dit, j'ai voté, mon fils a voté pour toi, tout le monde est allé voter, etc. Et c'est une belle histoire qui a commencé quand j'avais 15 ans. Et 15 ans après, ce monsieur-là est parti voter pour moi, a fait la campagne pour moi, etc. Et c'est une très belle famille de la ville. Et voilà, ça prouve qu'il faut toujours se battre. Donc moi, j'ai eu ensuite mon bac pro. Et après mon bac pro, j'ai voulu faire des études supérieures. J'ai voulu faire un BTS technico-commercial. Et vu que j'étais issu du secteur technique, donc les profs dans le public, ils m'ont dit, écoute, on ne pourra pas te prendre. Tu es un bon élève et tout. En plus, à chaque fois, moi, j'étais délégué de classe et délégué des lycées. J'aimais bien avoir ce statut-là parce que, comme à la base, j'avais parfois un mauvais comportement. Je voulais être présent au conseil de discipline ou au moins qu'ils se disent qu'il n'est pas au conseil de discipline, mais il aura les éléments, Carlos, donc on ne peut pas trop être dur avec lui. Et à Anguin, j'ai voulu continuer mes études en BTS. Ils m'ont dit non, vu que tu es de la filière technique, on te conseille d'aller en BTS conception. Et je leur dis non, je ne suis pas bon en mathématiques. J'ai eu le bac pro et tout, mais je pense que ma fibre commerciale, elle me permet de faire un technico-commercial. Donc, ce que j'ai appris dans le technique pendant 4 ans maintenant, du BEP et du bac pro. Et le commerce, je l'ai eu parce que ma mère est commerçante. Je pense que ce BTS peut m'aider et je pense que je pourrais tirer mon épingle du jeu. Et en plus, j'en suis sûr parce que s'il y a un élève vient de Général ou vient d'STMG, etc., il veut faire du commerce, il n'aura pas la fibre technique que moi j'ai pu acquérir pendant ces 4 ans. Il aura moins. Voilà. Et finalement, ils ne me prennent pas. Donc, je suis un peu en difficulté, mais je vais en école. Je trouve une école en alternance à Paris. Donc, c'est sur test et tout, faire un concours. Donc, pareil, je me dis, quand je vais arriver là-bas, ils vont me dire ouais, monsieur Bilongo Carlos, écoutez, ça va un bac pro technique, qu'est-ce que vous faites en BTS technico-commercial? Donc, moi, je prépare mon argumentaire avec ma déballe et tout. Voilà. Je me dis, voilà, je vais aller, il y aura l'examen et après, il y aura le speech. Et pareil, l'examen, je pense que je cartonne. Notamment, j'étais à fond et déterminé. Et surtout au moment du speech, on me pose la question, pareil, tu as fait un BEP mécanique, pourquoi tu veux venir en BTS technico-commercial? Et je pense que l'argumentaire, il était bon de dire que j'ai 4 ans d'expérience. La fibre commerciale, je l'ai pour ma famille. Et je veux encore l'amplifier en obtenant mon BTS. Et je pense que ce sera une valeur ajoutée dans le secteur de l'industrie d'avoir un commercial qui maîtrise les produits qu'il va commercialiser. Et parce que j'ai dit, voilà, si on vend une machine à laver, il faut savoir la maîtriser, savoir le tourniquet, comment il fonctionne, etc., etc. Tout dépend de ce qu'on vend. On peut vendre des produits aéronautiques, mais si on les maîtrise bien, c'est mieux qu'un vendeur qui te dise juste achète-le parce que c'est bien. Donc, si tu arrives à te parler du produit, même à le présenter, même à le faire fonctionner, c'est magnifique. Et même quand tu te déplaces chez un artisan, et demain, tu es le commercial, mais tu arrives même demain, ton artisan, il dit, ma machine, je l'ai chez vous, je l'ai achetée, elle ne fonctionne pas. Si tu dis, je vais appeler un technicien, il va regarder. Mais si le commercial, il arrive et dit, je suis venu, une visite de courtoisie, mais je peux réparer le truc parce que je le maîtrise, l'artisan, il va signer le contrat juste après, il va dire, non, le commercial, il est venu, il maîtrisait le projet, il maîtrisait la machine, il m'a aidé. Voilà. C'est bien, hein. Je pense que c'est un jusqu'au boutiste. Hein. C'est une valeur ajoutée. C'est bien. Donc, j'ai eu mon BTS. Pourtant, les gens, à la base, si on écoute ce que disaient mes profs de BEP, voilà, je devais m'arrêter au BEP et j'avais rien réussi à faire. Si j'écoutais mes profs de troisième, alors là, c'était échec total. Si j'écoutais mes profs en primaire, c'était la prison pour moi. Et ensuite, je fais une licence marketing négociation. J'obtiens aussi ma licence.
Donc là, je me dis, attends, je vais écrire un livre. Là, j'ai dit, je vais en master parce que comme ça, je vais dire, je vais faire un bouquin, il va s'appeler du BEP mécanique au master. Mais malheureusement, problème de famille, il fallait subvenir aux besoins. J'ai dû arrêter en licence parce que j'étais en alternance et je suis rentré dans la vie active, etc., etc. Et de fil en aiguille, j'ai toujours été aussi impliqué au niveau associatif. Parce que comme j'étais délégué, j'aimais bien défendre la justice et l'égalité. Et voilà, engagement associatif, engagement politique. Qui dit association dit politique parce que tu prends des positions. Moi, au niveau de ma commune, j'ai toujours voulu aller plus loin. Donc, j'étais souvent engagé pendant les élections municipales parce que je disais, voilà, le maire est là, c'est bien, mais on peut faire encore mieux par rapport aux assos parce que ça manque de subventions, ça manque de ça. Moi, je suis un enfant des maisons de quartier. J'ai fait toutes les maisons de quartier de ma ville. Peu importe que je sois à la Strizé, à la ZAC, au Carreau, j'étais dans toutes les maisons de quartier. On va y venir, Carlos. C'est très bien. En tout cas, tu es un jusqu'au boutiste et c'est un beau message que tu envoies à la jeunesse, mais pas que, Carlos. Moi, je voudrais que tu nous parles justement de ta famille, de ta fratrie. Tu as des frères et sœurs, Carlos, mais toi, tu te situes à quel niveau? Moi, je suis le dernier. Tu es le dernier. Ok, très bien. Je suis le dernier d'une famille de 6 frères et sœurs. J'ai un grand frère et après, j'ai 4 grandes sœurs. D'accord. On est une famille où le papa est arrivé du pays en années 70, fin 70, et la maman a rejoint dans les milieux des années 80. Voilà. Donc on est passé partout. Foyer tourné à Cotra, mes parents ont vécu à Garges, comme tout le monde et tout. Et après, on arrive à Villers-le-Bel, etc. Dans les années 80. Et puis voilà, mes sœurs ont fait des grandes études. Elles se sont battues et tout. C'est là où je voulais en venir. Justement, est-ce que toi, tu as été un petit peu baigné dedans? Parce que, encore une fois, tu sais, on dit toujours que les grandes sœurs, les grands frères montent toujours le filon, défoncent les portes avant nous. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Est-ce que pour toi, ça a été le cas? Ça a été le cas, mais après, j'ai eu un parcours différent. Mes sœurs, elles étaient très studieuses, mais on a eu un père pas très dur, très dur. Même tout le monde le connaît au quartier. Tout le monde le connaissait parce qu'il est décédé. Mais on a eu un papa très, très dur et super strict. Il était très, très exigeant. Et je pense qu'aujourd'hui, mon profil et comment je vais, comme tu as dit, jusqu'au boutiste, c'est de par la rigueur que mon père a mis dans notre éducation. Et il était dur avec mes sœurs, dur avec mon frère, dur avec moi. Et voilà, on allait au bout des choses. C'est bien que tu soulignes ce point-là. Le papa était dur, paix à son âme, encore une fois, mais ça t'a pas empêché de vriller à un moment donné. Oui, parce qu'en fait, on veut toujours tester. Et je pense qu'il était comme ça aussi quand il était jeune. En fait, voilà, c'est la vie qui veut ça. Souvent, on fait des enfants qui nous ressemblent. Et je pense que s'il était aussi strict, c'est parce que lui-même, il a fait des conneries quand il était petit. Et au travers de nous, il se voyait, il dit, faut pas que mes enfants vrillent comme moi. Donc, il était super dur. Et c'est ça, en fait. Parce qu'il sait par quoi il est passé, il voulait éviter, mais voilà. Après, heureusement, lui, il n'a pas dit, mais on a les oncles qui racontent les histoires de nos parents et on comprend que... voilà. Il n'allait pas le dire, évidemment. Évidemment. Et tout à l'heure, quand tu parlais de ton CV, hein, tu disais que les aléas de la vie de famille ont fait que tu as dû écourter tes études. C'était quoi ces problèmes de famille? Ma mère aussi est décédée malheureusement. Paix à son âme. Et elle travaillait au marché donc pour subvenir aux besoins de la famille, mais elle avait un cancer du sein. Et moi, je n'étais pas informé. Elle avait toujours caché comme j'étais plus petit. Pendant 10 ans, elle a traîné son cancer et elle nous disait juste non, j'ai des rendez-vous médicaux, etc. Mais on voyait qu'elle était super fatiguée pour aller au marché. Donc moi et mon frère, on allait souvent l'aider et mes sœurs aussi. Après, mes sœurs, pareil, vie de famille, donc elles se sont mariées, elles partaient, elles travaillaient, donc elles ne pouvaient pas venir au marché. Donc moi, j'ai dû aller au marché avec elle. Après, je me suis dit, bon, il faut que je travaille pour avoir un revenu pour l'aider pour le loyer. Parce que ma mère, elle disait, bon, Carlos, moi, je travaille au marché parce que c'est pour financer le loyer. Ils m'ont dit, maman, arrête, t'es fatigué. Pourquoi tu vas au marché? Il fait super froid, etc. Et t'es toujours déterminé, mais t'es fatigué. Et elle dit, non, mais c'est pour payer les charges. Donc nous, on disait avec mon frère, bon, Carlos, travaille maintenant parce que si tu continues les études, tu vas sur un master, c'est bien d'être studieux, mais derrière, la daronne, elle va rester au marché en difficulté, et toi tu vas faire des longues études, mais encore 2 ans, c'est 2 ans de trop. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, etc. Et moi, je la voyais fatiguée, mais j'étais pas sûr de ce qu'elle arrivait parce qu'elle cachait tout, pour éviter que je sois déstabilisé. Et puis voilà, c'est ce qui a fait que j'ai dû arrêter. On a pu subvenir aux besoins. Elle a quand même continué le marché et on l'a aidée comme on a pu jusqu'au bout. Hein. Et elle est décédée en quelle année? Elle est décédée en 2012. 2012, paix à son âme, hein, Carlos. Hein. Et
justement, voilà, elle est partie en 2012, mais est-ce que ça fait office de déclic pour toi? C'est Tu un vois, déclic, hein. parce que, encore une fois, tu t'as dit que tu étais t'étais rentré dans le rang, mais tu n'avais pas encore mis le coup de marteau. Tu comprends quand je suis en train de te dire ça, mais est-ce qu'après son départ, tu t'es dit, alors là, je peux plus faire marche arrière, je sais où je veux aller? Non, c'est clair, à partir de 2012, là, j'ai été tout droit. Ça veut dire, c'est l'année où j'ai eu ma licence, au moment où je finissais ma licence. Et de toute façon, toute cette année-là, j'avais vu vraiment, été vraiment de plus en plus fatigué. Et tu te dis, en fait, là, tu perds ton repère principal, parce que moi, j'étais beaucoup derrière elle et avec elle tout le temps. Et tu te dis, ma vie, maintenant, elle va filer tout droit. Soit je me recentre sur les priorités, en me remémorant tous ces conseils qu'elle me donnait, parce que je veux plus, ces conseils, je ne veux plus les entendre, vu qu'elle n'est plus là. Et les conseils qu'elle me donnait, ben, c'était soit sur le droit chemin, fais les choses bien, arrête les bêtises. Donc, j'ai essayé de faire un 90 degrés par rapport aux conneries que je faisais à côté. Les petites bêtises banales, tu vois. Mais je me suis dit non, même si j'ai 21 ans, 22 ans, il faut que je me reconcentre et que j'acquière une maturité digne d'un père de famille, parce qu'au final, même si tu es le dernier, quand il n'y a plus la maman, ben, même le papa, des fois, il se repose sur le dernier. On ne sait pas comment une famille elle est stabilisée. En fait, il y a une stabilité qui est faite en fait, d'échelle en échelle, mais tout le monde agit et tout le monde, s'il manque un carré du puzzle, ben, tout peut s'effondrer. Et c'est important d'être bien structuré. Franchement, moi, ça m'a fait une grosse gifle. Voilà. La vie, elle m'a giflé plusieurs fois. Mais ma mère, c'était vraiment une grosse gifle et ça m'a recentré. Ça m'a donné une détermination sans faille. Et je me dis, en fait, je me suis dit là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, qu'est-ce que la vie, ce qu'elle me prend à 22 ans, à 21 ans, ben, je vais aller lui récupérer. Je sais pas de quelle manière, mais la vie, je vais lui faire sa fête. Mais je vais rien lâcher et j'irai devant toutes les opportunités et je serai super déterminé. Ça, c'est beau, Carlos, ce que tu dis. Franchement, c'est beau, frère. C'est beau. Merci pour ces mots. Clairement, ça fait du bien, frère. Ça fait du bien, Carlos. Et cette détermination, en fait, tu disais à quel point toi, tu étais présent même à Villiers-le-Bel, au sein des SMJ, des MJC, même de la municipalité, etc. Que faisais-tu principalement? En fait, moi, j'ai horreur des injustices. J'ai horreur des injustices. Et dès lors où on laisse des citoyens sur le carreau pour des choses qui leur sont dues, par exemple le service public ou une aide particulière, ou en fait, c'est dès lors où j'ai commencé à aller au lycée à Enghien, ou après j'ai été à Paris en BTS, où j'ai vu que une population avait accès à plusieurs choses et qu'on n'avait pas accès à tout ça sur Villiers-le-Bel. Pourtant, on paye des impôts de par la TVA. Même si on n'est pas imposable, on paye un impôt de 20% sur chacun de nos achats. Et il faut une redistribution de la richesse. Il faut qu'elle soit redistribuée. Et dès lors où on nous tape dessus, parce que moi, on m'a beaucoup tapé dessus quand je postulais, et quand tu mettais l'adresse Villiers-le-Bel sur ton CV, ben, parfois, on n'arrivait pas à avoir un appel, un entretien. Ben, je me suis dit, voilà, il y a déjà une injustice. Alors, il ne faut pas qu'elle soit couplée par une double peine et que sur la commune aussi, on manque de tout. Si à l'extérieur, on n'est pas valorisé et favorisé, ou même pas, il n'y a pas d'équité, il ne faut pas qu'aussi au sein de la propre ville aussi, on soit mis en difficulté. Donc, pendant toute ma vie, j'ai essayé de dire aux gens, voilà, soyons solidaires, parce qu'en fait, dehors, on ne nous aime pas, ou dehors, c'est super compliqué. Alors, si nous, déjà, entre nous, on ne s'aime pas, on ne fait pas les choses bien, on n'est pas solidaire, on ne va pas y arriver. Parce que dehors, c'est compliqué. Et je disais aux parents, dehors, c'est compliqué. Quand on postule, on dit on vient de Villiers-le-Bel, les gens nous renvoient directement aux émeutes de 2007. C'est bien vrai tout ça, c'est bien vrai. Mais moi, je vais t'interrompre 2 secondes. Tu sais, encore une fois, toi, tu étais un jeune, fougueux certes, mais tu étais quand même jeune. Comment toi, avec ce verbe-là, la manière de parler, etc., tu as pu être crédible auprès des parents? Tu sais, parfois, même quand tu détiens la bonne réponse, on te dit, oh, pour qui se prend le fiston, là, le petit, pour qui il se prend? Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc, comment toi, finalement, comment dire, ce manque d'expérience-là, quelque part, tu l'as transformé en crédibilité? Parce qu'en Tu comprends ce que je dis? J'ai toujours traîné avec les plus grands que moi. Même des fois, je traînais avec des grands qui avaient déjà 40 ans, j'avais 15 ans. Ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec des papas comme ça? Ils abusent, ils traînent avec un jeune. Voilà, j'ai toujours voulu rester avec des grands, les écouter, marcher avec eux. Voilà. Prendre
au maximum d'expérience. Moi, j'écoute beaucoup. J'écoute, j'aime bien. En fait, je suis comme une éponge. Je m'imprègne de tout. J'imprègne. Et après, de ce que j'ai tout absorbé, j'arrive à en faire un tableau. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup tourné, discuté avec les gens, marché avec les gens. Et les gens, ils ont compris. C'est comme ça qu'ils ont dit que le petit est crédible. Parce qu'il marche avec les grands, il discute avec tout le monde. Il prend le temps pour. C'est pas tout le monde qui prend le temps pour s'asseoir avec des grands et discuter avec des anciens. C'est super important. Même moi, des fois, m'asseoir sur un banc avec une personne qui a 70 ans, 60 ans, je vais le faire, je vais m'asseoir, je vais discuter avec lui, etc. C'est bien. C'est très bien, frérot. C'est très bien. Et tu sais, aujourd'hui, il y a peu de gens qui ont foi en la politique parce que promesse pas tenue, parce que toujours la même, on te renvoie toujours à ton même statut, etc. Toi, pourquoi avoir voulu sauter le pas en te lançant dans la politique et là de manière officielle? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on me disait ces éléments de langage, oui, ça sert à rien, la politique, etc. Après, moi, je pose la question. T'as déjà voté? Ah non, même pas. T'en as fait? Non, même pas. Je dis, venez, on en fait. Après, on regarde. Il n'y a pas de problème. Et après, on verra si c'est tous des menteurs, si c'est tous des ça, tout ça. Allons-y pour voir. Je dis, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une urgence. Si notre parole n'est pas entendue dans ces joutes-là, qui va parler à notre place? Qui va venir dire, c'est ça le sujet? Moi, c'était simple. Hein. Quand je dis, mon asso, ça n'a pas eu assez de subventions, le maire adjoint il me dit, écoute, Carlos, c'est la vision politique sur ce mandat-là. Je dis, ok. On verra ça au prochain conseil municipal. Mais moi, je dis, mais là, il y a une famille qui est en difficulté, c'est maintenant. C'est pas après. Mon asso, ça fonctionne, on aide les gens, mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens. On a besoin tout de suite. Mais non, mais en fait, là, c'est pas dans la vision. C'est pas dans le projet municipal de ces 5 années. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Je rentre chez moi, je réfléchis, je dis, en fait, il faut intégrer ce quorum-là, ce conseil, où je pourrais dire aux gens, non, moi, c'est maintenant qu'il faut. Si t'es pas dedans, comment tu fais? T'es à l'extérieur à chaque fois du jeu politique. Il faut être dans le jeu politique. J'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait l'ENA. Je dis maintenant, on n'a pas fait Sciences Po, on n'a pas fait l'ENA. Mais la chose est claire, c'est quand tu votes, les urnes, une voix, c'est une voix. Si on va vers les gens, on leur explique le projet, on leur explique qu'on peut changer les choses par les urnes. Et c'est une réalité. Il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote. Il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote. On peut dire ce qu'on veut du système. Si on vote, on se déplace, on fait bouger les choses. Si on a des idées, on se réunit, on fait des réunions, on a des réflexions politiques sur un projet social où on remet l'humain au centre, où on parle de répartir la richesse, on change les choses. Il y a un système en place. Mais à notre échelle, on peut quand même gérer nos communes, nos circonscriptions, après le département, après la région. Et un combat, ça se fait en plusieurs années. Hein. C'est pas tout de suite. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit, Carole, j'ai voté Mélenchon en avril, il n'a pas gagné, j'arrête, c'est fini, je vote plus. Je dis, stop. Ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris 5 minutes. Je dis, tu crois vraiment en 5 minutes, tout se gagne? Je dis, le combat, il est dur, ami. Je dis, moi, j'ai commencé il y a longtemps la politique. Pourtant, je suis encore jeune. J'ai juste 30 ans. Je dis, mais il faut y aller. Hein. Des fois, c'est 15 ans de combat. Moi, j'ai vu des mecs, ils ont fait 30 ans de combat, ils n'ont jamais eu un mandat. Ils ont gagné 30 ans après. Et après, ils ont mis les choses en place. Paf, de fil en aiguille. Mais plus le combat est dur, plus la victoire, elle est belle. Eh bien, ça, c'est bien vrai. Et il faut vraiment s'accrocher. Et il faut aussi dire, en fait, la politique, c'est pas... venez vous engager dans le monde associatif. Le monde associatif, pour moi, c'est un parallèle avec le monde politique. Mais si tu me dis, oui, la politique, j'aime pas, viens dans mon associatif, aide les gens, implique-toi dans la vie de ton quartier, de ta cité, et tu verras que les choses vont avancer. C'est très bien. Et si tu as un blocage, on va agiter le cocotier politique, on va dire, voilà, le monde associatif a avancé jusqu'ici, là, on a une impasse, et on a fait appel au politique n'écoute pas. Ok, d'accord, on prend note. Et le jour où le politique il va revenir vers nous, parce que le politique il revient vers toi pour les élections, revenez voter, tu diras, écoute, on a fait ça, nous, sans la politique. Tu n'étais pas là pour nous aider quand on t'a appelé. Et t'inquiète pas que ce politicien-là, il va rectifier le tir, il va s'améliorer. Et quand il y a un rapport de force, les gens, ils s'améliorent. Moi, le maire de ma commune, on était souvent en conflit. Tu peux rappeler son nom? Jean-Louis Marsac. Des fois, je suis pas d'accord, des fois, je suis d'accord avec lui. Mais moi, je me rends compte que
dans nos échanges, ben, les profils, ils évoluent. Lui, son conseil municipal sur plein de points. Là, des fois où j'ai appuyé, ben, après, ils ont amélioré les choses. Les gens, peut-être, ils vont dire, ah ben, Caro, ce qu'il a fait, ça sert à rien. Mais moi, je sais, quand tu prends du recul, tu vois quelque chose à avancer, c'est parce qu'il y a une opposition. C'est parce qu'il y a une contradiction. C'est parce qu'il y a un débat. Et même moi, demain, je suis maire ou demain, je suis ce que tu veux, même président. Je regarde les oppositions, qu'est-ce qui se passe? Et je calcule, si je vois qu'il y a un rapport de force, si je vois ce qu'ils font, c'est cohérent, ben, je vais écouter quand même mes opposants. Parce que ça parle à une population. Et elle est là, la politique. C'est pas que la gagne d'un coup. C'est aussi le combat des idées. C'est la population. Il est là. C'est bien. Mais quand on ne s'implique pas, on ne met pas de rapport de force, on dit on ne participe pas au jeu démocratique, bon, on laisse que deux rapports de force, on va dire. Aujourd'hui, en France, il y a 3 blocs. Il y a le bloc néolibéral, il y a le bloc néofasciste raciste du FN, et il y a le bloc NUP, avec le volet social, où on remet, comme j'ai dit, l'humain au centre. Et si nous, qui sommes apparentés à la gauche dans ce bloc-là, on participe au jeu démocratique, demain, ça va être le bloc néolibéral contre le bloc fasciste. Et demain, il peut y avoir, comme en Italie, un bloc, vas-y, nous, on est en système, tout le monde vote pour les fascistes, comme il n'y a que qui votent. Et après, on tombe sur quoi? On tombe sur un gouvernement d'extrême droite. Et là, c'est un échec total. Et comment toi, tu as été approché justement par la NUP, hein, tout simplement? Ben, moi, j'ai toujours été impliqué, comme je t'ai dit, au niveau politique, soit au niveau local. J'ai fait 2014 élections municipales, suivant de liste, pas tête de liste. 2020, pareil, suivant de liste. Et c'était des listes citoyennes. Et déjà, j'avais fait les élections de 2012. J'avais vu ma mère pleurer quand Jean-Marie Le Pen était deuxième tour. Moi, j'étais petit, j'avais 10 ou 11, ouais, 12 ans. Et c'est 2002. Où Jospin n'est pas qualifié. Oui, oui. Et là, ça a été un choc. Ma mère a été choquée. Elle m'a dit, mais comment Jospin n'est pas au deuxième tour? Et là, j'avais compris que l'abstention, c'était un truc qui est nuisible au quartier. Parce qu'on s'est retrouvé avec Le Pen au deuxième tour et tout le monde qui courait pour voter Chirac au deuxième tour, on était tous apeurés. Ah, si Le Pen... Mais il y avait même une manifestation entre deux tours, entre Chirac et Le Pen. Donc, c'était première piqûre de rappel. Ensuite, il y avait Ségolène Royal en 2007. Moi, je ne pouvais pas voter encore. J'avais 17 ans. Mais j'étais impliqué, j'avais fait la campagne, etc. etc. On a eu un gros cri d'espoir avec Hollande en 2012. Malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits parce que la gauche avait le département, la région, le Sénat et l'Assemblée. Et quand tu as le Sénat et l'Assemblée, c'est que quand il y a des projets de loi, ça passe par les 2 chambres. Dire, on avait les sénateurs et l'Assemblée nationale avec les députés en majorité. La gauche avait tout le pouvoir, mais malheureusement, il y a eu des lois qui ont été à l'encontre des valeurs de gauche. Quand on prend la loi travail, la loi El Khomri, ou voilà, et tout ça, la déchéance de la nationalité avec Valls, ça a déçu beaucoup de monde. Et les gens, on en porte les stigmates, parce que des fois, les gens petits disent, ouais, ben, la gauche a trahi, mais le petit, il a que 18 ans. Il n'a pas vécu ça. Donc, c'est ses parents qui répètent tous ses grands frères ou ses grandes sœurs. Mais il y a eu des moments forts. Et ensuite, moi, en 2020, après la liste citoyenne, je me dis que mon engagement politique, il faut qu'il soit ancre dans un parti politique. Et je rentre à la France Insoumise fin 2020. Et ensuite, début 2021, comme je suis déjà quelqu'un de très actif dans mon territoire, il y a les élections régionales en 2021. Et la région, c'est beaucoup aussi, c'est elle qui finance les transports via région IDF. Et la thématique du transport, c'est quelque chose que je porte fièrement parce que RERD, on est vraiment en difficulté dans nos villes, du Sarcelles ou du Yilbel. Donc, je fais les élections régionales avec Clémentine Autain sur sa liste. Et je pense à partir de là, au niveau du parti et des instances, je suis repéré parce qu'on fait un bon score aux élections régionales sur la commune de Villebel. Et derrière, l'élection présidentielle qui se prépare, et je suis chef de file du programme politique de Jean-Luc Mélenchon sur ma circonscription. Et pareil, on fait un très bon score de par 2017 en comparaison avec 2022. On double le résultat partout, dans toutes les communes. Et de fil en aiguille, les instances m'encouragent et me disent, Carlos, vas-y pour les élections législatives.
on veut te voir à l'Assemblée nationale, tu as un beau profil et ça va parler à une grosse population et ça va être un élément moteur. Non, voilà. Et aujourd'hui, tu vois clairement que ce soit toi, que ce soit Rachel Keke, etc. C'est des visages qu'on a découverts hein, pour certains. Toi, comment tu vois la chose? Parce que, tu sais, parfois, on parle tout le temps de récupération politique, parler à une population à travers certains personnages. Est-ce que tu peux comprendre que certaines personnes peuvent te voir comme étant un élément qu'on utilise? Bien sûr. Certains peuvent penser ça, mais c'est pas mon cas. Parce que moi, déjà, j'aime pas être au devant de la scène. J'aime pas non plus être le militant qui représente les quartiers. Par exemple, moi, j'allais beaucoup dans les manifestations et tout, sans pour autant mettre devant, en avant, etc. Et même aujourd'hui, hein, je suis pas le porte-parole de la cité ou des mecs du quartier. Je suis un mec, je connais mon vécu. Ceux qui me connaissent savent ce que j'ai traversé. Mais je suis porte-parole de personne. Je suis porte-parole de personne. Il y a une ambition politique et j'irai toujours parler à ma population, à toute la population française, pour dire qu'on peut changer les choses ensemble. Mais jamais de ma vie, je veux m'endosser le truc de c'est moi qui représente telle personne, etc. Je pense que dans les quartiers, il y a des bons profils. Il y en a même des profils qui sont meilleurs que le mien. Et on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous chapeaute ou autre. C'est bien. On peut être super bon et il y aura encore d'autres personnes qui vont émerger. Et voilà, je pense que le temps fera les choses. Dans l'histoire, c'était écrit que je sois là aujourd'hui. Je ne sais pas pour combien de temps. En cas, j'espère faire encore de belles actions dans la politique. Je suis qu'au début de mon mandat. Mais voilà, les quartiers populaires, on a trop d'énergie. On a une force incroyable, une intelligence incroyable. On est des gens, on retombe toujours sous nos pattes. On est super inventifs. Donc, on a besoin de personne pour nous chapeauter. C'est bien. Voilà. Faut juste, voilà, faire attention parce que les gens ont compris la force qu'on avait. Et il y a souvent des réseaux, comme je vais encore répéter, capitalistes, néolibérales, qui veulent nous mettre dans un système égoïste, assez singulier, où chacun regarde que midi à sa porte et oublie son voisin. Alors que nous, dans les quartiers populaires, on est super solidaires. Eh ben, je suis bien S'il d'accord manque du avec sel toi. chez toi, tu sais que ton voisin va donner du sel. Et on a toujours grandi dans ça. Et voilà. Le fait d'avoir sur le palier 10 familles, ça nous a renforcés. Et je pense que nous, on peut aller déjà au-devant de toutes les crises, par exemple. Quand tu viens des quartiers populaires, la crise, tu peux ramener tout ce que tu veux, on va réussir à survivre. Et je pense que là, on a une valeur ajoutée, on a un exemple à donner même à la France entière. Mais il faut maintenant qu'on s'engage en politique et qu'on soit visible. C'est bien. Parce qu'on a la force du nombre. C'est bien, Carlos. Et il ressemble à quoi ton quotidien aujourd'hui? Toi qui es à l'Assemblée désormais. Ben, je suis du lundi au vendredi à l'Assemblée. Donc Et, tu sièges là-bas? Je siège à l'Assemblée. J'ai un petit bureau, j'ai un petit lit qui est sur place. Parce que comme on finit de siéger au minima à minuit, et moi j'aime prendre le train. Voilà, j'ai pas envie de prendre le taxi tous les soirs pour rentrer à Villerbel. Et comme mon train, le RERD s'arrête à 22h45 à Gare du Nord, donc je préfère dormir directement à l'Assemblée. Et je reviens tous les week-ends en circonscription. Et dès que je rentre, je fais les événements ou parfois dans la semaine, il y a des commémorations ou des moments importants. Je rentre en circonscription pour voir les habitants, faire mes permanences. Et ensuite, je repars à l'Assemblée pendant la journée pour siéger au maximum. Parce que, en fait, j'ai aussi un manque d'expérience. Parce que dès lors où je suis arrivé dans l'hémicycle, j'ai vu que d'autres personnes avaient plus d'expérience parce que passer par Sciences Po, l'ENA. Moi, la première fois que j'ai visité l'Assemblée nationale, c'est le jour où j'ai gagné. Et pourtant, d'autres personnes ont fait des sorties scolaires, etc. Et même moi, aujourd'hui, j'encourage les enseignants de mon bassin à faire des sorties scolaires. Et moi, je les encourage à venir à l'Assemblée, où moi, je vais à la Tourelle, où je vais demain à Montmorency rencontrer les lycéens pour leur parler de l'Assemblée. Parce que moi, je ne connaissais pas, en fait, l'hémicycle en tant que tel. Je suis arrivé, quand je l'ai gagné, j'ai découvert. D'accord. Et c'est très noble de ta part. Mais est-ce que c'est conciliable avec une vie de famille? C'est très dur. Franchement, c'est très dur. Je pense que c'est même pas conciliable parce que t'es tout le temps dans l'hémicycle.
tu peux commencer la première séance à 9h du matin, elle va finir à midi ou à 13h. Si tu finis à midi, tu reprends à 15h. Tu fais 15h, 20h. Ensuite, tu as une coupure, tu fais 21h30, minuit, ou tu peux avoir une prolongée. Donc, si c'est pas minuit, c'est 6h du matin, 3h ou 2h du matin. Et si tu es dans l'hémicycle, tu as le temps de rien faire. Tu peux pas appeler, à part un coup de fil de 20 secondes. Si tu as des enfants en bas âge, c'est super compliqué. Si tu as une femme, c'est super compliqué. Moi, je respecte mes collègues femmes qui ont des enfants en bas âge parce que ça demande un sacrifice incroyable. Je respecte les camarades hommes qui ont une femme à la maison ou qui ont une femme au travail et des enfants qui sont à la maison à aller chercher. C'est très difficile. Et je pense que dans la politique, quand on voit, il y a souvent des gros éclats par rapport à la vie familiale, etc., etc. C'est de par, en fait, cette charge mentale, en fait. On est 577 députés pour toute la nation. Et tu as une charge où tu dis, tu votes des lois, etc. Tu es impliqué au niveau politique. Donc après, ensuite, quand tu dois transposer avec ta vie familiale, c'est super dur psychologiquement. De dire, je vote des lois pour le peuple français et tu dois gérer ta petite vie à la maison, le quotidien normal. Hein. Et je pense que c'est dur. Pour ça, des fois, tu vois, il y a des phrases ou des trucs qui sortent de l'ordinaire parce qu'en fait, le politicien, c'est dans une phase, c'est un monde particulier. C'est l'hémicycle, c'est dans une phase où même choisir pour les gens, c'est incroyable. Au moment quand tu votes, tu dis là, je vote pour ça, c'est une responsabilité. Déjà, les gens votent pour toi pour t'envoyer dans l'hémicycle. Ensuite, pendant tout ton mandat, tu défends des gens. Tu défends des gens, tu votes pour des gens. Et il y a des situations, il y a des votes qui vont soit mettre des gens en difficulté, ou soit qui vont les sortir de la galère. Et des fois, tu défends des projets qui vont sortir les gens d'une galère, et tu vois que c'est pas voté. T'es crispé, t'as défendu, t'as écrit un truc, t'y as cru. Et psychologiquement, c'est dur. D'accord. Non, et c'est bien vrai. Merci de nous mettre en alerte sur ça. Donc, toi, c'est quelque chose que tu te vois faire pendant longtemps? C'est un sacrifice. C'est une mission. Si on t'a envoyé là, c'est ton destin. Après, soit tu endosses le destin, tu dis, je vais au-devant de mes responsabilités, j'y vais, et il faut aller jusqu'au bout. Mais c'est des sacrifices. Après, c'est comme tout. Moi, je dis, voilà, t'as porté des cartons à 6h du matin, 5h du matin au marché dans le froid. T'es assis dans l'hémicycle, c'est une difficulté, mais c'est une responsabilité. Et si c'est quand même des lettres de noblesse, tu passes après Jean Jaurès, des grands noms. Aujourd'hui, ton nom, il est affilié à ces noms-là parce que tu es dans l'hémicycle et tu faut te rappeler que voilà, tes parents sont aussi de l'immigration, ils sont arrivés en 1970 en France et c'est quand même incroyable. T'es en mission et c'est bien. Mais tu sais, moi, tu viens de la RDC. D'accord. Et j'ai énormément d'amis qui proviennent de la RDC également et j'ai l'impression qu'ils ont tous été, arrête-moi si je me trompe, politisés très tôt. Parce que il y a un moment donné au Congo, c'était très complexe. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais tu vois, très tôt, on nous a parlé de Kasavubu, on a entendu Mobutu, on a entendu Kabila, avec à chaque fois des histoires rocambolesques. Est-ce que toi, c'était valable pour toi? Ça veut dire, même si tu étais jeune, tu entendais les conversations des plus âgés, des plus grands, et toi-même, ça a éveillé quelque part une curiosité saine, et ça t'a poussé envie de toi-même t'investir dans cette aventure? Bien sûr, parce que nous, de par déjà la colonisation avec le Congo belge, on emporte les stigmates. Ça a été une colonisation très dure. Il y a eu beaucoup de massacres au Congo. Et nous, on se rend compte que c'est un grand pays avec beaucoup de richesses, mais c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et là, le paradoxe. Et toute notre histoire de Mobutu, Roger Lubumba, c'est quand même une grande histoire. Et il y a des parents congolais qui ont fui le Congo parce qu'il y a eu des massacres dans certaines régions. Il y a des endroits où il y a des forages pour trouver de l'or. Ben, s'il y a un village, ben, ils vont venir, ils vont terrasser le village. Tu vas croire que c'est un conflit ethnique. Et derrière, en fait, tu vas voir que 2 ans après, en fait, il y a du forage. Mais 2 ans avant, il y avait un village avec des habitants.
Et ces populations-là, elles vont naviguer, elles vont se déplacer vers Kinshasa. Après Kinshasa, ben, vu que la capitale est surpeuplée, ben, les gens ils vont aller vers l'Europe, ils vont aller au Maroc, ils vont aller peut-être des fois immigrer en Côte d'Ivoire. Et il est là le souci. Et malheureusement, c'est courant en Afrique. C'est très courant en Afrique. Donc souvent, les personnes voilà, ont foi en la politique, mais ont du mal à pouvoir s'impliquer parce que malheureusement, on tombe souvent sur des embûches qui font que le pouvoir politique n'est pas assez démocratique, donc on ne peut pas s'exprimer, on préfère quitter le territoire. Et souvent, la diaspora s'implique, et elle s'implique à l'extérieur du pays. Et ça fait des parents politisés et des enfants aussi qui écoutent les parents, donc les enfants sont politisés derrière. Ouais, mon père a toujours été impliqué en politique, il avait un esprit critique sur le régime de Mobutu, ensuite de Kabila, il l'a fait à l'extérieur du pays, et ça a nourri aussi voilà, ma vision politique. Et ma mère, elle aimait beaucoup la politique, elle aimait beaucoup Jospin. Donc tout ça, ça a fait que voilà, les Congolais aiment la politique de matière générale parce qu'ils ont l'ambition d'avoir soit un retour au pays ou un retour stable du pays ou un pays qui puisse se relever de tout ce qui se passe. On en a marre de voir ce qui se passe à Goma, les massacres, etc. Ça nous fait mal au cœur parce que c'est un pays qui a une véritable richesse. C'est clair. Et quand on prend l'exemple de voilà, Patrice Lumumba ou Thomas Sankara, c'est des beaux profils. Et l'Afrique aspire à avoir d'autres profils comme ça émerger. J'espère qu'ils vont arriver bientôt parce qu'il y a des Congolais qui sont nés au Congo, qui vivent au Congo, qui veulent que les choses avancent et j'espère que ça va arriver. D'accord. En tout cas, Carlos, au nom de toute l'équipe de WeHustle, nous te remercions clairement pour le déplacement, pour tes mots, pour ta belle énergie, clairement, parce que tu nous fais du bien à travers ces paroles, à travers ce ton, à travers ton parcours. Tu mobilises les gens, tu sensibilises les gens et clairement, nous te souhaitons que du bien et que le meilleur pour toi. Merci en tout cas à l'équipe pour l'invitation. Voilà, moi, je suis quelqu'un de simple et là, on m'invite, je viens et voilà, c'est magnifique ce que vous faites. Vraiment magnifique. Et j'espère que ça va déboucher sur de belles choses. Voilà, le monde est en mutation, comme je disais avant l'interview. Exact. Et je ne sais pas sur quoi ça va tabler, mais on a besoin d'avoir des médias, vous, conscients, qui conscientisent la population, parce qu'on est rempli de bullshit et d'informations fast-food qui font que ça nous mène dans des issues, des impasses. Et avoir des médias qui sont conscients comme les vôtres, vous gagnez à progresser davantage. Merci pour tes mots, Carlos, sincèrement. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme Carlos Bilongo pour WeHustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.